Il croyait qu'il n'aurait jamais de famille. Mais une petite fille est apparue et l'a appelé papa. La phrase qu'elle a dite ensuite a fait s'arrêter le temps. Et l'homme a découvert que l'amour triomphe même de l'impossible. Qu'est-ce qui, selon vous, va se passer dans cette histoire? Laissez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Auguste Mendes était le genre d'homme qui quantifiait tout. Les bénéfices trimestriels, la durée de chaque réunion, la valeur de chaque action. À 53 ans, il présidait le groupe Horizon, l'un des plus grands conglomérats d'affaires du pays, avec des ramifications allant du BTP à la technologie de pointe. Depuis la fenêtre panoramique de son bureau au 30e étage, Paris s'étendait à ses pieds comme une maquette de béton et de verre. Une ville que, d'une certaine manière, il avait contribué à façonner. Ce matin de septembre, alors qu'il examinait les derniers rapports financiers, sa secrétaire Marlène interrompit sa concentration avec une demande inhabituelle. « Monsieur Mendes, il y a une petite fille à la réception. Elle dit qu'elle doit vous parler, c'est urgent selon elle. »« Une petite fille ? Quelle petite fille, Marlène ? » ?»« Une enfant, monsieur. Elle doit avoir environ 5 ans. Elle est avec une employée de ménage qu'il a trouvée dans le hall d'entrée. La petite insiste sur le fait qu'elle doit voir le papa de maman. » Auguste fronça les sourcils, irrité par l'interruption. Était-ce une sorte de plaisanterie, une stratégie marketing d'une ONG, ou pire, un piège de la presse? Après des décennies passées à construire une réputation inébranlable, il avait appris à être prudent. « Dites-leur que je suis occupé, et demandez à la sécurité de vérifier comment une enfant a pu entrer dans le bâtiment sans autorisation. » Marlène hésita sur le seuil de la porte. « Monsieur, la petite fille pleure. Elle a un lapin en peluche très abîmé et dit qu'elle ne partira pas sans vous avoir parlé. » Quelque chose dans cette description, le lapin en peluche peut-être, provoqua une étrange pointe au cœur d'Auguste. Une sensation qui ne cadrait pas avec les murs froids de ce temple corporatif qu'il avait bâti. « Très bien, amenez-la ici. 5 minutes, pas plus. » Quand la porte s'ouvrit de nouveau, Auguste s'attendait à voir une enfant perdue ou confuse. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la paire d'yeux qui le fixèrent. Des yeux marrons, légèrement en amande, avec une détermination qui ne correspondait pas à la fragilité de ses 5 ans. Des yeux troublants de familiarité. « Bonjour, c'est vous le papa de maman ?» La question traversa la pièce et frappa Auguste comme une flèche. La fillette serrait contre sa poitrine un lapin en peluche gris avec une oreille légèrement décousue. Elle portait une robe simple en coton imprimé et des sandales déjà un peu usées. « Comment t'appelles-tu, petite ?»« Sophie, Sophie Alves. »« Maman, c'est Hélène. »« Hélène. » Ce nom qu'Auguste avait enfoui dans les recoins les plus profonds de sa mémoire. Hélène Alves. La seule erreur de calcul dans une vie d'équation parfaite. Le seul moment où il avait permis à son cœur de parler plus fort que la raison avant de le réduire à nouveau au silence. « Et où est ta maman maintenant, Sophie ?»« À l'hôpital. Elle est malade. Tati Lucie est restée avec moi, mais elle devait aller travailler. Alors je suis venu chercher le papa de maman. »« Et comment es-tu arrivé jusqu'ici ?»« Maman a une photo de vous dans sa chambre, et je vous ai vu à la télévision. Tati Lucie a dit que vous travailliez dans ce grand immeuble. » Auguste sentit sa gorge se serrer. Hélène gardait une photo de lui, après 12 ans. Cela n'avait aucun sens. Pas après la façon dont tout s'était terminé. « Sophie, tu ne peux pas sortir toute seule comme ça. C'est dangereux. Je vais appeler ta tante Lucie, et... Maman a dit que vous ne voudriez pas me voir. » La fillette l'interrompit, les yeux maintenant embués de larmes. Elle pleure la nuit quand elle pense que je dors. Elle dit que vous lui manquez, mais que vous n'avez pas voulu rester avec nous. Chaque mot de l'enfant était comme un coup porté aux fondations qu'Auguste s'était construites. La solidité qui le caractérisait commençait à se fissurer. « Sophie, je crois qu'il y a une méprise. J'ai connu ta mère il y a très longtemps, mais il n'y a pas de méprise. Maman a dit que vous ne pouviez pas avoir d'enfant, mais après je suis né et c'était une surprise. Elle a essayé de vous le dire, mais vous n'avez jamais voulu écouter. » Le monde autour d'Auguste sembla se figer. Les mots de la fillette n'avaient aucun sens. On lui avait diagnostiqué une stérilité à 28 ans, après une série d'examens. C'était précisément pour cette raison qu'il avait rompu avec Hélène, pour lui épargner une vie sans enfant, ce qu'elle avait toujours désiré. « Sophie, ce n'est pas possible. Il y a une erreur. Maman ne ment jamais, et elle est très malade. On n'a pas d'argent pour le médicament spécial.
La fillette ouvrit le petit sac à dos qu'elle portait et en sortit un papier plié. C'est écrit ici. C'est cher. Auguste prit le papier avec des mains tremblantes. C'était une ordonnance médicale au nom d'Hélène Alves pour un médicament importé destiné au traitement de la sclérose en plaques. En tête, l'hôpital Saint-Louis, l'un des meilleurs de la ville mais relevant de l'assistance publique et toujours surchargé. Le poids de la réalité commença à peser sur ses épaules. Hélène malade. Une enfant qui prétendait être sa fille. Une ordonnance qui coûterait facilement quelques milliers d'euros. Une somme qui pour lui ne signifiait rien, mais qui pour beaucoup était une barrière infranchissable entre la vie et la mort. Monsieur Mendes? Marlène apparut à la porte, visiblement embarrassée. Vous avez la réunion avec les investisseurs japonais dans 10 minutes. Annulée. Mais monsieur, ils sont venus de l'autre bout du monde pour annuler tout pour aujourd'hui, Marlène. J'ai une urgence familiale. Le mot familial sortit de sa bouche avant qu'il ait pu y penser. Marlène, qui travaillait avec lui depuis plus de 2 décennies, écarquilla les yeux. Jamais en toutes ces années, Auguste Mendes n'avait annulé une réunion pour des raisons personnelles. Jamais il n'avait mentionné de famille. Pour beaucoup dans l'entreprise, il était presque une entité, l'homme qui vivait pour les affaires, qui ne dormait que 4 heures par nuit, qui transformait tout ce qu'il touchait en profit. Tandis que Marlène sortait pour s'occuper des annulations, Auguste observa Sophie. La fillette explorait maintenant le bureau avec la curiosité naturelle d'une enfant. Elle s'arrêta devant l'unique photo personnelle de la pièce. Auguste recevant un prix d'entreprise 5 ans plus tôt. « Tu as l'air triste ici », commenta la fillette en montrant la photo. Auguste ne l'avait jamais remarqué. Sur l'image, il arborait le sourire protocolaire qu'il réservait aux événements publics, tout en tenant la plaque de « entrepreneur de l'année ». Aux yeux de tous, c'était le portrait du succès. Aux yeux de cet enfant, c'était le portrait de la solitude. « Viens, Sophie, je vais t'emmener voir ta mère. » Sur le chemin de l'hôpital, Auguste tenta d'obtenir plus d'informations. Sophie parlait avec l'aisance typique d'une enfant de 5 ans, alternant entre des observations profondes et des divagations infantiles, entre des explications claires et des sauts logiques incompréhensibles. Mais au milieu de cette conversation fragmentée, un tableau commença à se dessiner. Hélène avait tenté de le contacter lorsqu'elle avait découvert sa grossesse. Elle avait envoyé des lettres, des emails, tenté des appels téléphoniques. Elle était même venue au siège de l'entreprise à plusieurs reprises, mais n'avait jamais réussi à dépasser la réception. Avec le temps, elle s'était convaincue qu'Auguste était au courant de la grossesse, mais qu'il avait délibérément choisi de l'ignorer. Sophie était née dans un hôpital public, avait grandi dans un petit appartement du quartier de Belleville, et pour autant qu'elle sache, son père n'était qu'un homme très occupé qui aidait les autres à gagner de l'argent. Maman travaille dans une école. Elle donne des cours aux enfants. Mais maintenant, elle ne peut plus y aller. Elle est trop fatiguée. Parfois, elle ne se souvient plus où elle a mis les choses. La sclérose en plaques expliquait ses symptômes. C'était une maladie incurable, progressive, qui compromettait peu à peu les fonctions neurologiques. Auguste sentit un nœud dans sa gorge en pensant à Hélène, toujours si vibrante et pleine de vie, maintenant confinée à un lit d'hôpital. Quand ils arrivèrent à l'hôpital Saint-Louis, le contraste entre cet environnement et le luxe dans lequel Auguste vivait quotidiennement ne pouvait être plus frappant. Des couloirs étroits, des chaises d'attente cassées, des gens entassés, certains pleurant, d'autres le regard perdu. Sophie semblait connaître le chemin. Elle marcha avec assurance à travers le labyrinthe de couloirs jusqu'à atteindre l'aile de neurologie. « C'est ici, chambre 304. Maman est dans ce lit près de la fenêtre. » Auguste hésita sur le seuil. Pendant 12 ans, il s'était convaincu qu'il avait fait le bon choix. Que s'éloigner d'Hélène avait été un acte d'amour, une façon de lui permettre de trouver quelqu'un qui pourrait lui donner ce qu'elle désirait le plus, une famille. L'idée que, pendant tout ce temps, elle élevait une fille, possiblement sa fille, seule, tandis qu'il accumulait une fortune qu'il n'avait avec qui partager, était dévastatrice. En entrant dans la chambre, ses yeux furent immédiatement attirés par la silhouette sur le lit près de la fenêtre. Hélène était plus mince, le visage marqué par la fatigue. Malgré tout, il reconnut immédiatement ses traits qu'il avait ensorcelés des années auparavant. Les mêmes yeux en amande que Sophie avait hérités, le même menton légèrement pointu, le même air de détermination même face à l'adversité. « Sophie, où étais-tu ? On était tous inquiets. »
Lucie te cherche partout et... Hélène s'interrompit en remarquant la silhouette qui accompagnait sa fille. Ses yeux s'écarquillèrent dans un mélange de surprise et de quelque chose qu'Auguste ne parvint pas à définir. De la colère? Du ressentiment? Du soulagement? Auguste? Bonjour, Hélène. Le silence qui suivit semblait contenir le poids de toutes les années non vécues, de tous les mots non dits, de tous les moments perdus. J'ai trouvé le papa de maman, annonça Sophie fière, brisant la tension. Il va aider à acheter le médicament cher. Hélène ferma les yeux un instant, comme pour chercher des forces. Sophie, ma chérie, va à la cafétéria et prends un jus de fruits pour toi. Utilise l'argent qui est dans mon sac. Mais je veux rester avec toi et papa. Juste un petit moment, Sophie. Les adultes doivent parler. À contre-cœur, Sophie prit quelques pièces dans le sac de sa mère et sortit, non sans lancer un dernier regard plein d'espoir à Auguste. Quand la porte se referma, Hélène se permit enfin de faire face à Auguste. Après tout ce temps, tu apparais parce qu'une enfant de 5 ans a réussi à faire ce que je n'ai pas pu faire pendant des années? T'atteindre? Sa voix tremblait mais pas de faiblesse. C'était une colère contenue, cultivée par plus d'une décennie d'abandon. Hélène, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas pour Sophie. Ne me mens pas, Auguste. Pas après tout ça. J'ai envoyé des lettres, des emails. Je suis venu à ton entreprise tellement de fois que les agents de sécurité me connaissaient par mon nom. Tu as choisi de nous ignorer. Je n'ai jamais rien reçu de tout ça, Hélène. Je n'ai jamais su pour la grossesse. Si j'avais su... Si tu avais su quoi? Tu aurais fait quoi? Tu avais été très clair sur le fait que tu ne voulais pas d'enfant quand tu as rompu avec moi. Pas que je n'en voulais pas, que je ne pouvais pas en avoir. Hélène laissa échapper un rire amer. Regarde Sophie, Auguste. Elle a tes yeux, ton nez, même cette façon de froncer les sourcils quand elle est concentrée. Tu crois que je serais ici, malade, luttant pour élever une fille seule, si elle n'était pas la tienne? Tu crois que j'inventerais ça? Auguste s'assit sur la chaise à côté du lit, sentant le poids de chaque mot. On m'a diagnostiqué une stérilité à 28 ans, Hélène. C'est pour ça que j'ai rompu avec toi, pour que tu puisses trouver quelqu'un qui te donnerait une famille. Et il ne t'est jamais venu à l'esprit que le diagnostic pouvait être erroné. La simplicité de cette question le frappa comme un éclair. Dans sa vie réglée par les chiffres et les certitudes, il n'avait jamais envisagé la possibilité d'une erreur dans ce diagnostic spécifique. C'était une vérité qu'il avait acceptée et sur laquelle il avait construit sa vie, ou son absence de vie. « Je dois faire un test ADN », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Hélène. « Fais ce que tu veux. Ça ne change rien au fait que tu n'as pas été là ces 5 dernières années. Ça ne change rien au fait que Sophie a grandi en se demandant pourquoi son père ne l'aimait pas assez pour rester. » Les mots d'Hélène le frappèrent avec la force d'un coup de poing. L'idée qu'une enfant, possiblement sa fille, avait grandi en croyant ne pas être aimée était insupportable. « Je vais prendre en charge tes frais médicaux, et je veux mieux connaître Sophie, si tu le permets. Nous n'avons pas besoin de ta charité, Auguste. Nous avons survécu jusqu'ici sans toi. Ce n'est pas de la charité, Hélène. C'est de la responsabilité. Si Sophie est ma fille... » Si. Hélène l'interrompit, les yeux étincelants. « Regarde-la, Auguste, vraiment. Et après, dis-moi si tu as réellement des doutes. » La conversation fut interrompue par le retour de Sophie, qui entra dans la chambre en tenant un verre de jus d'orange et avec un sourire renouvelé sur le visage. « Vous avez fini de parler? On peut rentrer à la maison maintenant? Tous ensemble ?» La question innocente pesa sur les 2 adultes comme une encre. La maison, pour Sophie, était un concept qui incluait un père, une mère et une fille sous le même toit, une réalité qui n'avait jamais existé. « Sophie, Monsieur Mendes a beaucoup d'engagements importants et... Je peux te rendre visite demain, Sophie, » interrompit Auguste, se surprenant lui-même par la détermination dans sa voix. « Et nous en reparlerons, d'accord ?» Les yeux de la fillette brillèrent d'une manière qui fit se contracter quelque chose dans la poitrine d'Auguste. « Tu le promets ?» Les promesses ne faisaient pas partie du vocabulaire d'Auguste Mendes. Dans ses contrats millionnaires, il préférait des termes comme accord, engagement, obligation légale. Les promesses étaient pour ceux qui avaient besoin de la confiance des autres, pas pour celui qui détenait le pouvoir de l'argent. Mais en regardant dans les yeux de cet enfant, des yeux si semblables aux siens, le mot sortit naturellement. « Je le promets. » En sortant de l'hôpital, Auguste appela son avocat personnel. « Paul, j'ai besoin d'un laboratoire fiable pour un test de paternité. Le plus discret et le plus rapide possible. »
Il appela également son médecin personnel qui le suivait depuis plus de 20 ans. « Docteur Cardo, j'ai besoin que vous réexaminiez mon dossier médical, spécifiquement le diagnostic de stérilité de 1999. Je veux une réanalyse complète des examens de l'époque et de nouveaux examens actuels. » Tandis que le chauffeur le ramenait au bureau, Auguste observait la ville par la fenêtre de la voiture. Paris restait la même, chaotique, vibrante, implacable. Mais quelque chose avait changé. L'homme qui observait la ville n'était plus le même que celui qui avait quitté le bureau quelques heures plus tôt. L'empire qu'il avait construit, les immeubles qu'il avait érigés, les fortunes qu'il avait accumulées, tout semblait étrangement vide maintenant, comme des châteaux de sable qu'une seule vague pourrait détruire. Et cette vague avait un nom, Sophie. En arrivant à son bureau, il trouva Marlène en train d'organiser des documents sur sa table. « Marlène, depuis combien de temps travaillez-vous avec moi ?»« 23 ans, monsieur. »« Et pendant tout ce temps, vous souvenez-vous de quelqu'un du nom d'Hélène Alves essayant de me contacter, vers 2012-2013 ?» Marlène parut momentanément mal à l'aise. « Monsieur, c'est monsieur Richard, votre assistant à l'époque, qui filtrait toutes les communications personnelles. Il avait des instructions spécifiques à ce sujet. Richard Silva, l'homme qu'Auguste avait promu d'assistant personnel à directeur financier et qui occupait maintenant un poste de premier plan dans une multinationale à l'étranger. L'homme qui avait toujours semblé si dévoué à protéger les intérêts d'Auguste. Je veux une enquête complète à ce sujet. Je veux savoir si Hélène a tenté de me contacter et pourquoi ces tentatives ne me sont jamais parvenues. Cette nuit-là, dans son appartement en attique du quartier le plus exclusif de la ville, Auguste ne parvint pas à dormir. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas le marché boursier ou une acquisition milliardaire qui occupait ses pensées. C'était le visage d'une fillette de 5 ans, avec un lapin en peluche abîmé dans les bras, lui demandant pourquoi il ne vivait pas avec elle. Si Sophie était vraiment sa fille, et quelque chose en lui connaissait déjà la réponse, comment pourrait-il réparer 5 ans d'absence? Comment expliquer à une enfant que son père ne l'avait pas abandonnée par manque d'amour, mais parce qu'il croyait à un mensonge? Et Hélène, comment pourrait-il la dédommager pour toutes ces années de lutte solitaire? Que pouvait-il offrir à part de l'argent? L'argent qui, il commençait à le réaliser, n'avait apporté aucun bonheur réel à sa propre vie. Devant la fenêtre de son appartement, observant la ville illuminée à ses pieds, Auguste Mendes sentit le poids d'une vérité qu'il avait toujours tenté d'ignorer. Tout le succès du monde ne vaut rien quand on n'a personne avec qui le partager. Le jour se leva, nuageux sur Paris. De la fenêtre de son penthouse, Auguste observait les premières gouttes de pluie dessiner des traînées irrégulières sur le verre trempé. Dans ses mains, une enveloppe scellée du laboratoire Premium, l'un des plus respectés de la ville. À l'intérieur, la confirmation de quelque chose que son cœur savait déjà, mais que son esprit avait besoin d'assimiler. Sophie était, avec 99,9% de certitude, sa fille biologique. 5 jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre inattendue dans le hall de son entreprise. 5 jours d'une transformation intérieure que même les plus grands investissements de sa carrière n'avaient provoqué. Auguste, l'homme qui planifiait chaque minute de sa journée avec une précision militaire, se surprenait maintenant perdu dans ses pensées sur des poupées, des histoires pour enfants et comment communiquer avec une fillette de 5 ans. Le téléphone sonna, le tyran de ses rêveries. C'était son médecin personnel, le docteur Cardo. « Auguste, j'ai réanalysé vos anciens examens et je les ai comparés aux nouveaux résultats. Le diagnostic de stérilité de 1999 était une erreur, une grave erreur. Le laboratoire qui a effectué ces examens a été fermé quelques années plus tard pour fraude et faux rapports. » La confirmation tomba sur Auguste comme une avalanche. Toute sa vie avait été construite sur un mensonge. Un mensonge qui l'avait privé de connaître sa propre fille, de voir ses premiers pas, d'entendre ses premiers mots. Un mensonge qui avait coûté à Hélène des années de lutte solitaire, et à Sophie, l'absence d'un père. « Merci, docteur. C'est ce que j'avais besoin de savoir. » En raccrochant, ses yeux se posèrent sur l'enquête que Marlène lui avait remise la veille. Un dossier détaillé des tentatives d'Hélène pour le contacter. Des lettres interceptées, des emails effacés, des messages jamais transmis. Tout cela était l'œuvre de Richard Silva, son assistant de l'époque et son homme de confiance. Le rapport incluait même une confession écrite d'une ancienne réceptionniste. Monsieur Silva disait que cette femme ne voulait que de l'argent
et que M. Mendes avait donné des ordres stricts pour ne pas être dérangé. La trahison était totale. Par ambition ou par un sentiment déformé de loyauté, Richard avait délibérément maintenu Hélène et par conséquent Sophie loin d'Auguste. Et lui, si occupé à construire son empire, n'avait jamais remis en question ce silence. L'interphone sonna. C'était le concierge qui annonçait l'arrivée de son chauffeur. Il était temps de tenir la promesse faite à Sophie. « Je descends dans 5 minutes. » Sur le chemin de l'hôpital, Auguste réfléchissait au cadeau qu'il transportait sur la banquette arrière. Un lapin en peluche neuf, identique à celui que Sophie portait, mais sans les marques du temps. Était-ce approprié? Ou cela ressemblerait-il à une tentative superficielle d'acheter l'affection de la fillette? L'incertitude n'était pas un sentiment familier pour lui, habitué à prendre des décisions qui affectaient des milliers de vies avec la froideur nécessaire au monde de l'entreprise. En arrivant dans la chambre d'hôpital, il trouva Hélène hors du lit, en train de ranger quelques vêtements dans une petite valise. Elle semblait un peu plus forte que lors de leur rencontre précédente, avec une légère rougeur sur les joues qui ramenait un peu de la jeune femme dont il était tombé amoureux. « Tu es vraiment venu », constata-t-elle, avec une expression qui mêlait surprise et méfiance. « Je l'ai promis à Sophie. » Auguste Mendes qui tient ses promesses. C'est nouveau. L'hostilité était compréhensible, mais elle faisait tout de même mal. Où est-elle? Dans la salle de jeu avec les autres enfants. Les résultats sont arrivés? Auguste hocha la tête, tendant l'enveloppe encore fermée à Hélène. Il la regarda lire le contenu, ses yeux parcourant les lignes techniques jusqu'à la conclusion sans équivoque. Quand elle eut terminé, elle plia soigneusement le papier et le rangea dans son sac. « Ça ne change rien à ce qui s'est passé, Auguste. Ça n'efface pas 5 ans. Je sais, mais peut-être que ça explique pourquoi. » Auguste lui tendit le dossier que Marlène avait préparé. Hélène le feuilleta lentement, son visage alternant entre des expressions de choc et de colère à mesure qu'elle comprenait l'étendue de la manipulation de Richard. « Pourquoi ton assistant ferait-il ça? Pourquoi garder délibérément ta fille loin de toi? » Richard a été promu directeur financier peu de temps après, un poste qu'il n'aurait jamais occupé si j'avais été distrait par des questions familiales. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Hélène ferma le dossier, digérant l'information. Le silence entre eux était dense, chargé d'années perdues. « On me laisse sortir aujourd'hui. Le traitement avec le nouveau médicament commence la semaine prochaine, en ambulatoire. Je vais faire venir une voiture pour vous ramener à la maison. Nous n'avons pas besoin... S'il te plaît, Hélène. C'est le moins que je puisse faire. » Avant qu'elle ne puisse protester à nouveau, la porte s'ouvrit et Sophie entra en courant, les cheveux bruns attachés en tresses inégales et le sourire illuminant toute la pièce. En voyant Auguste, elle s'arrêta un instant, comme si elle ne croyait pas qu'il était vraiment revenu. Puis, lentement, elle afficha un sourire encore plus grand. « Tu es venu. Je l'avais promis, n'est-ce pas ?» Sophie courut vers lui, s'arrêtant à quelques centimètres, comme si une barrière invisible l'empêchait de s'approcher davantage. Ses petits yeux brillaient d'un mélange d'espoir et de crainte. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit Auguste en lui tendant le paquet. Sophie l'ouvrit avec l'empressement typique des enfants. En voyant le lapin en peluche neuf, identique à son vieil ami, elle fronça les sourcils. Ce n'était pas la réaction qu'Auguste attendait. « Tu n'aimes pas? Mais j'ai déjà Carotte. » Sophie montra son lapin usé, avec l'oreille décousue et la fourrure élimée par le temps. « J'ai pensé que tu en voudrais peut-être un nouveau. Celui-ci est bien usé. » La fillette serra son vieux lapin avec force, comme pour le protéger des mots d'Auguste. « Carotte n'est pas usé. Il est aimé. Maman dit toujours que les choses deviennent comme ça quand on les aime beaucoup. » La leçon de vie de cette petite enfant frappa Auguste comme un éclair. La différence de valeur entre son monde, où tout était remplaçable, actualisable, jetable, et celui de Sophie, où la valeur résidait dans l'amour consacré, dans l'histoire partagée, ne pouvait être plus claire. « Tu as raison, Sophie, c'est une erreur de ma part. Carotte est spécial justement parce qu'il est aimé. » La fillette sourit, apparemment satisfaite de cette reconnaissance. Puis, surprenant autant Auguste qu'Hélène, elle tendit le nouveau lapin à sa mère. « Regarde, maman, maintenant Carotte a un frère, on va l'appeler Tomate. » Hélène ne put retenir un petit rire. « Tomate? Mais les lapins ne mangent pas de tomates, ma chérie. » « Bien sûr que si. Dans l'histoire de Madame Lapin, elle fait de la soupe à la tomate pour ses petits. Tu te souviens? Cette petite scène familiale, mère et fille débattant du régime alimentaire de lapin fictif,
fit qu'Auguste se sentit à la fois comme un intrus et comme quelqu'un qui aspirait désespérément à faire partie du tableau. C'était un sentiment nouveau pour lui, habitué à être toujours le centre de l'attention, le décideur, l'homme aux commandes. « On rentre à la maison alors ?» demanda Sophie, avec l'innocence de celle qui ignorait la complexité de la situation. « Tous ensemble ?» Le silence qui suivit fut pesant. Hélène évitait de regarder Auguste, se concentrant sur la fermeture de sa petite valise. « Sophie, tu te souviens qu'on en a parlé. Monsieur Mendes a sa propre maison mais tout le monde dans ma classe a un papa et une maman qui habitent ensemble, sauf moi et Bia. Mais le papa de Bia est mort. Tu n'es pas mort, toi ?» demanda-t-elle en se tournant vers Auguste. « Non, Sophie, je ne suis pas mort, mais parfois les adultes vivent séparés, même s'ils ont des enfants. » Tiens, pourquoi? La simplicité de la question contrastait avec la complexité de la réponse. Comment expliquer à une enfant de 5 ans des diagnostics médicaux erronés, des assistants manipulateurs et des années de ressentiment? « C'est compliqué, Sophie, » intervint Hélène, sauvant Auguste. « Maintenant, allons-y. Le médecin a déjà signé ma sortie. » À la sortie de l'hôpital, la pluie s'était intensifiée. Le chauffeur d'Auguste attendait sous un énorme parapluie noir, à côté de la Mercedes blindée. « Ouah, c'est ta voiture ?» demanda Sophie, les yeux écarquillés. « Oui, tu veux voir l'intérieur ?» Tandis que Sophie explorait l'intérieur luxueux du véhicule, « Regarde, maman, il y a une télé dedans. » Hélène tira Auguste à part. « Je ne veux pas qu'elle se fasse d'illusions, Auguste. Je ne veux pas qu'elle s'habitue à tout ça. Ce n'est pas sa réalité. Mais ça pourrait l'être, Hélène. Tu ne vois pas que je peux vous offrir à toutes les deux une vie meilleure, sans souci, sans difficulté financière. La vie, ce n'est pas que l'argent. Sophie a besoin de stabilité émotionnelle, pas de luxe. Et pourquoi ne pourrait-elle pas avoir les deux? C'est ma fille, Hélène. J'ai le droit de lui offrir le meilleur. Maintenant, tu as des droits? Après 5 ans? La discussion fut interrompue par la voix enjouée de Sophie, les appelant de l'intérieur de la voiture. Ils prirent tous deux une profonde inspiration, un accord silencieux pour ne pas prolonger le conflit devant la fillette. Le trajet jusqu'à l'appartement d'Hélène fut une étude de contraste. Des beaux quartiers du centre avec leurs gratte-ciel en miroir et leurs larges avenues jusqu'à l'est plus populaire de Paris avec ses immeubles modestes et ses commerces de quartier. Le chauffeur s'arrêta devant un ensemble d'habitations anciens mais bien entretenus. Peintes en jaune délavé, il avait de petits balcons avec des plantes et du linge étendu. « C'est ici que vous habitez ?»« 5e étage, appartement 502, » répondit Sophie, fière. « On a un petit balcon où maman plante du persil et de la ciboulette. Tu veux voir ?» Auguste acquiesça, les suivant à l'intérieur de l'immeuble. L'ascenseur était en panne. « Depuis 3 semaines, » expliqua Hélène. Alors ils montèrent les 5 étages par l'escalier. La montée fut particulièrement difficile pour Hélène, qui dut s'arrêter 2 fois pour reprendre son souffle. Sophie, habituée à la routine, montait en sautant de marche en marche, tout en parlant sans cesse des voisins, de l'école voisine et du square où elle jouait le dimanche. L'appartement était petit, mais impeccablement propre et organisé. Un salon-cuisine, une chambre que mère et fille partageaient, et une salle de bain. Sur la petite table à manger, des dessins d'enfants étaient éparpillés à côté de manuels scolaires. Hélène corrigeait les devoirs des élèves dès qu'elle le pouvait, même malade. « Bienvenue chez nous », dit Sophie en courant pour lui montrer ses trésors. Une collection de coquillages de la seule fois où elles étaient allées à la mer, quelques poupées avec des vêtements faits main, des livres pour enfants déjà bien manipulés. Auguste sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine en observant l'enthousiasme de sa fille. Ce minuscule appartement contenait plus de vie, plus d'histoire, plus d'amour que son penthouse de 400 mètres carrés n'en avait jamais contenu. Chaque objet ici semblait raconter une histoire, non pas par sa valeur monétaire, mais par la signification émotionnelle qu'il portait. « Tu aimes dessiner ?» demanda Sophie en lui montrant une boîte de crayons de couleur presque vide. « Je peux t'apprendre. Je sais faire des fleurs, des maisons et même des gens. J'adorerais apprendre, » répondit Auguste en s'asseyant sur le petit canapé. Pendant que Sophie cherchait du papier, Hélène en profita pour lui parler à voix basse. « Je ne sais pas ce que tu attends de cette situation, Auguste. On ne peut pas simplement faire comme si ces dernières années n'avaient pas existé. Je ne demande pas ça. Je veux juste une chance de connaître ma fille, de faire partie de sa vie. Et comment comptes-tu faire ça? En lui rendant visite le week-end? En l'emmenant faire des sorties coûteuses? Sophie a besoin de constance,
pas d'un père qui apparaît quand ça lui convient. Avant qu'Auguste ne puisse répondre, Sophie revint avec des papiers et des crayons, les posant sur la table basse. Le moment de confrontation était passé. Pendant l'heure qui suivit, Auguste Mendes, l'homme qui dirigeait des réunions de conseil avec l'efficacité d'un général, se retrouva complètement absorbé par le défi de dessiner une fleur qui satisferait les normes artistiques d'une enfant de 5 ans. Sophie était une professeure exigeante. Non, non, les pétales doivent être ronds, et il manque le petit sourire. Toutes les fleurs ont un petit sourire. Quand le ciel commença à s'assombrir, Auguste réalisa qu'il avait complètement perdu la notion du temps. Il avait manqué 2 appels en visioconférence et ignoré au moins 10 emails urgents. Rien de tout cela ne semblait important maintenant. « Je dois y aller », annonça-t-il avec un regret sincère dans la voix. « Mais je peux revenir demain ? On pourrait peut-être aller au parc s'il ne pleut pas. » Sophie accepta avec enthousiasme, mais Hélène semblait réticente. « Auguste, je ne veux pas qu'elle s'habitue, et puis... Je ne disparaîtrai plus, Hélène. C'est ma fille. Notre fille. » À la porte, alors qu'il prenait congé, Sophie le surprit avec une question. « Si tu es mon papa, je peux t'appeler papa. » La simplicité de la question cachait la profondeur de sa signification. Auguste sentit ses yeux s'embuer, lui qui n'avait pas pleuré depuis la mort de sa propre mère, plus de 20 ans auparavant. « Bien sûr que tu peux, Sophie, ce serait un honneur. Et tu resteras mon papa pour toujours, même quand je ferai des bêtises ?» Hélène observait la scène avec un mélange d'émotions contradictoires. La peur qu'Auguste puisse décevoir Sophie rivalisait avec l'espoir que sa fille ait enfin le père qu'elle méritait. « Pour toujours, » promit Auguste en s'agenouillant pour être à la hauteur de la fillette. « Même quand tu feras des bêtises. » La semaine suivante, Auguste établit une nouvelle routine. Le matin, il s'occupait des affaires les plus urgentes de son entreprise. L'après-midi, il rendait visite à Sophie et Hélène. Parfois, il apportait de petits cadeaux, non plus des objets chers et impersonnels, mais des choses qu'il savait que Sophie apprécierait. Des graines à planter avec Hélène sur le balcon, un livre d'histoire, du matériel de dessin. Pendant ses visites, il apprit à mieux connaître sa fille. Il découvrit qu'elle adorait les histoires d'aventure, qu'elle avait peur du tonnerre, qu'elle rêvait d'être vétérinaire pour soigner tous les animaux du monde. Il apprit qu'elle avait hérité de lui son goût pour les chiffres. Sophie faisait déjà des calculs simples avec une facilité impressionnante, et d'Hélène, sa sensibilité artistique. Mais il remarqua aussi les difficultés auxquelles elles étaient confrontées. L'appartement, bien que propre et organisé, présentait des problèmes structurels. Infiltration au plafond, électricité instable, eau qui manquait parfois. Le quartier, bien que peu dangereux, manquait d'infrastructures adéquates. L'école publique où Sophie étudiait souffrait d'un manque de matériel et de classes surchargées. Un après-midi particulièrement chaud, alors que Sophie faisait la sieste, Auguste aborda enfin le sujet avec Hélène. « Je veux te proposer quelque chose. » Hélène soupira. Elle s'y attendait. « Je ne veux pas de ton argent, Auguste. Je ne propose pas seulement de l'argent, je propose un partenariat. Pour Sophie. » Assis sur le petit balcon, parmi les pots d'herbes aromatiques qu'Hélène cultivait avec tant de soin, Auguste exposa son plan. Il voulait acheter un appartement plus grand, dans un meilleur quartier, plus proche de l'hôpital où Hélène suivait son traitement et d'une école de qualité pour Sophie. Il voulait établir une routine de visite régulière, participer aux décisions importantes, être présent dans les moments significatifs. « Je n'essaie pas d'acheter votre affection, Hélène. J'essaie de compenser le temps perdu de la seule manière que je connaisse, en vous offrant confort et sécurité. » Hélène resta silencieuse quelques instants, les yeux fixés sur les plantes qu'elle cultivait avec tant de soin. « Que veux-tu vraiment, Auguste? Être père dans les moments qui t'arrangent? Apparaître pour les sorties amusantes et ensuite retourner dans ton monde de luxe? Je veux être père à plein temps, Hélène. Je veux être présent dans sa vie. » À plein temps, ça signifie se réveiller avec elle qui a de la fièvre à 3 heures du matin. Ça signifie gérer des caprices au supermarché. Ça signifie compromettre des réunions parce que le spectacle de danse ne peut pas attendre. J'y suis prêt. À tout ça. Hélène l'étudia un moment, comme si elle essayait de voir au-delà de la façade de l'homme d'affaires prospère, cherchant l'homme qu'elle avait un jour aimé. Tu as changé, Auguste, ou es-tu simplement emporté par la nouveauté? La question était juste. Auguste se l'était posée lui-même pendant des nuits d'insomnie. Je pense que Sophie a simplement réveillé quelque chose qui était toujours endormi en moi.
quelque chose que le mauvais diagnostic et des années de travail obsessionnel avaient enterré. Mais qui a toujours été là? De la chambre, on entendit le bruit de Sophie qui se réveillait. Hélène se leva, mettant temporairement fin à la conversation. « Je n'ai pas de réponse maintenant. Je dois réfléchir à ce qui est le mieux pour Sophie. » C'est juste. Quand Sophie apparut dans le salon, les cheveux en désordre et serrant toujours son lapin en peluche, ses yeux s'illuminèrent en voyant Auguste. Elle courut vers lui et, pour la première fois, le serra spontanément dans ses bras. Le geste, si simple et naturel pour n'importe quel enfant, frappa Auguste avec une force écrasante. Il sentit les petits bras autour de son cou, l'odeur de shampoing pour enfant, la chaleur de ce petit corps fragile qui, d'une manière ou d'une autre, faisait partie de lui. « Papa, tu es resté. Je pensais que tu étais déjà parti. »« Papa ». Le mot sonnait encore étrange, nouveau, effrayant. Et en même temps, si profondément juste. « Je suis resté pour te voir te réveiller, ma princesse. » Sophie sourit, révélant l'espace d'une dent de lait récemment tombée. Puis, avec la naturelle des enfants, elle commença à raconter le rêve qu'elle avait fait, quelque chose à propos d'un château en glace où ils vivaient tous ensemble. Plus tard, alors qu'ils assemblaient un puzzle sur la table basse du salon, le téléphone d'Auguste sonna. C'était Marlène. « Monsieur, le conseil est réuni depuis près d'1 heure. Ils vous attendent tous pour le vote sur la fusion avec le groupe Alves. » La fusion. Une affaire de milliards qu'Auguste préparait depuis plus d'1 an. La concrétisation d'un rêve professionnel qui consoliderait son empire comme le plus grand du secteur en Europe. Tout était prêt, tous les détails méticuleusement planifiés. Seule sa présence manquait pour l'approbation finale. Auguste regarda Sophie, concentrée sur la recherche de la bonne pièce pour compléter l'image d'un château de conte de fées. Il regarda Hélène, qui observait la scène avec un mélange de prudence et d'espoir. « Dites-leur que je ne viendrai pas. Ils peuvent voter sans moi ou reporter la réunion. » Pour la première fois de sa vie professionnelle, Auguste Mendes renonçait au contrôle absolu. Et étonnamment, cela ne le dérangeait pas le moins du monde. « Auguste, vous êtes sûr ? C'est la fusion pour laquelle vous avez tant travaillé. J'ai des choses plus importantes à régler maintenant, Marlène. » En raccrochant, il remarqua qu'Hélène le regardait avec une expression différente. Ce n'était plus seulement de la prudence ou du ressentiment. Il y avait là une lueur de reconnaissance, comme si elle revoyait l'homme dont elle était tombée amoureuse des années auparavant. « Un qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Rien » répondit-elle avec un petit sourire. « J'essaie juste de croire que c'est vraiment toi. » Le reste de l'après-midi se déroula dans une bulle de normalité presque surréaliste. Ils finirent le puzzle, Sophie montra ses dessins de l'école, puis ils regardèrent ensemble un dessin animé sur la petite télévision du salon. C'était une scène familiale commune pour des millions de Français, mais complètement nouvelle pour Auguste. L'homme qui dînait seul dans des restaurants étoilés et dont le seul divertissement était les rapports financiers et les nouvelles du marché. Quand la nuit tomba et qu'il fut l'heure pour Sophie d'aller au lit, elle fit une demande inattendue. « Papa, tu peux me raconter une histoire pour dormir ?» Auguste se figea. Son esprit, capable de mémoriser des centaines de chiffres et d'analyser des contrats juridiques complexes, était complètement vide face à la demande d'une histoire pour enfants. « Je ne connais pas beaucoup d'histoires, Sophie. »« Invente-en une. Maman en invente toujours. Ça peut être sur n'importe quoi. » Hélène observait la scène avec intérêt, comme si elle assistait à un test crucial. « Allez, Auguste, je suis sûr que ta créativité va au-delà des feuilles de calcul et des graphiques. » Le défi était lancé. Assis sur le bord du petit lit de Sophie, avec Hélène appuyée contre le chambranle de la porte, Auguste Mendes, le magnate, l'homme qui faisait des fortunes avec ses mots, commença à tisser sa première histoire pour enfants. Il était une fois, dans un royaume pas si lointain, une princesse très spéciale. Elle s'appelait Sophie, et elle avait un pouvoir magique que personne d'autre dans le royaume ne possédait. Auguste hésita, cherchant l'inspiration. Le visage de Sophie, éclairé par la petite veilleuse en forme d'étoile, était attentif à chaque mot. Hélène, toujours à la porte, semblait tout aussi intéressée par la suite. Quel pouvoir, papa? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle avait le pouvoir de voir la vérité. Quand elle regardait les gens, elle pouvait voir ce qu'il y avait dans leur cœur, pas seulement ce qu'ils montraient à l'extérieur, mais leurs vrais sentiments, leur peur, leur joie. Les yeux de Sophie brillèrent. Hélène haussa un sourcil intriguée par la tournure de l'histoire. Un jour, un homme très riche et puissant arriva au royaume. Il vivait dans un château au sommet de la montagne,
loin de tout le monde. Les gens disaient qu'il avait beaucoup d'or, beaucoup de terre, beaucoup de serviteurs. Mais il ne souriait jamais. Il était toujours seul. Il était méchant, papa? Non, Sophie, il n'était pas méchant. Il était triste, si triste qu'il avait oublié comment être heureux. Il passait ses journées à compter son or, à signer des papiers importants, à donner des ordres. Mais la nuit, quand tout le monde dormait, il regardait par la fenêtre de son château, sentant qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Hélène croisa les bras, écoutant attentivement. Il était clair pour elle qu'Auguste ne racontait pas seulement une histoire pour enfants. Il parlait de lui-même. Un jour, la princesse Sophie décida de visiter le château de l'homme riche. Tout le monde essaya de l'en empêcher. « Il n'aime pas les visites, disait-il. Il est trop occupé, disait-il. Mais Sophie n'eut pas peur. Elle gravit la montagne, arriva à la grande porte du château et frappa 3 fois. Auguste fit une pause dramatique et Sophie écarquilla les yeux. « Et alors, papa? Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'homme riche ouvrit la porte lui-même, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il envoyait toujours ses serviteurs le faire. Mais ce jour-là, quelque chose le poussa à répondre lui-même. Et quand il vit la petite princesse Sophie debout là, il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si son cœur, qui dormait depuis si longtemps, recommençait à battre. « Pourquoi es-tu si triste ?» demanda la princesse. L'homme riche fut surpris. Personne ne lui demandait jamais comment il se sentait. Tout le monde voulait seulement savoir pour son or, son château, son pouvoir. « Je ne suis pas triste », mentit-il. Mais la princesse Sophie, avec son pouvoir spécial, pouvait voir la vérité. « Si, tu l'es, insista-t-elle. Tu es triste parce que tu es seule, parce que tu as tout, sauf ce qui compte vraiment. » La voix d'Auguste se brisa légèrement. Un instant, la frontière entre l'histoire inventée et sa propre réalité sembla disparaître. « Qu'est-ce qui s'est passé après, papa ?» demanda Sophie, complètement absorbée par le récit. La princesse Sophie invita l'homme riche à visiter sa maison. C'était une petite maison, mais pleine d'amour, de rire, de vie. Et là, il apprit que les choses les plus précieuses au monde ne peuvent pas être achetées avec de l'or. Il apprit qu'un dessin fait avec tendresse vaut plus qu'un tableau très cher, qu'un repas simple partagé avec affection nourrit plus qu'un banquet solitaire. Hélène, toujours à la porte, laissa échapper un petit sourire. La métaphore ne pouvait être plus transparente. Peu à peu, l'homme riche commença à changer. Il cessa de compter autant son or et se mit à compter les étoiles avec la princesse. Il cessa de donner autant d'ordres et se mit à écouter davantage. Son cœur, qui ressemblait autrefois à une pierre, commença à s'adoucir, à ressentir à nouveau. Auguste fit une nouvelle pause, remarquant que Sophie luttait pour garder les yeux ouverts. Le sommeil commençait à la gagner. « Et ils vécurent heureux pour toujours ?» demanda-t-elle, la voix déjà somnolente. Auguste regarda Hélène avant de répondre. Leurs regards se croisèrent un instant chargé de souvenirs, de douleurs, mais aussi d'une nouvelle possibilité qui commençait à se dessiner. « Ça, ma princesse, c'est une histoire qui est encore en train de s'écrire. » Sophie s'endormit avec un sourire aux lèvres. Auguste ajusta la couverture sur elle, observant quelques instants le visage angélique de la fille que le destin lui avait rendu. Puis il se leva et suivit Hélène dans le petit salon. « Une histoire intéressante », commenta Hélène en servant 2 tasses de café, surtout venant de quelqu'un qui ne lit que des rapports financiers. « J'essaie de me réinventer. Je vois. » Le silence qui suivit n'était plus aussi tendu qu'auparavant. Il y avait là une trêve tacite, pas exactement le pardon, mais une volonté mutuelle de recommencer, pour Sophie. « Hélène, je veux parler de la proposition que j'ai faite, à propos d'un nouvel appartement, d'une vie plus confortable pour vous. Auguste, S'il te plaît, écoute-moi. Je n'essaie pas d'acheter une place dans votre vie. Je veux juste offrir à Sophie ce que n'importe quel père souhaiterait pour sa fille. Sécurité, confort, opportunité, et à toi, Hélène, le minimum de tranquillité pour affronter ton traitement sans le poids des soucis financiers. » Hélène but une gorgée de café, pensive. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas? Ou es-tu simplement ensorcelé par la nouveauté d'être père? Peut-être les deux. Oui, je suis émerveillé par Sophie, comment ne pas l'être, mais je vois aussi la vie avec d'autres yeux. Je réalise que j'ai construit un empire vide, que toutes mes réussites ne valent rien si je n'ai personne avec qui les partager. » La sincérité dans la voix d'Auguste était palpable. Hélène l'avait assez bien connu pour reconnaître quand il parlait avec le cœur, chose rare par le passé. « J'ai peur, Auguste. Peur que Sophie s'attache et que tu disparaisses à nouveau.
Peur qu'elle s'habitue à un style de vie que je ne pourrai pas maintenir si tu te lasses de ce nouveau jeu d'être père. Ce n'est pas un jeu, Hélène. C'est ma vie maintenant. Notre vie. Et quant à l'avenir, je peux fournir des garanties légales. Un compte à son nom, des biens immobiliers enregistrés, tout ce qui est juridiquement protégé. Je ne parle pas de garantie financière. Je parle de garantie émotionnelle. Celles-là, aucun contrat ne peut les assurer. Auguste baissa la tête, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Je peux seulement promettre que j'essaierai, chaque jour, de toutes mes forces, et espérer qu'avec le temps, les actes parleront plus fort que les promesses. Le lendemain matin, alors qu'Auguste était dans une réunion inévitable, son portable vibra. C'était un message d'Hélène avec une photo de Sophie habillée pour l'école, tenant un dessin. Sur l'image, 3 bonshommes allumettes, un petit en robe, un plus grand avec de longs cheveux et un troisième, grand, portant ce qui semblait être un costume. Au-dessus, en lettres enfantines irrégulières, était écrit « Ma famille ». Le cœur d'Auguste s'emballa. C'était la première fois qu'Hélène initiait un contact, la première fois qu'elle partageait volontairement un moment de la vie de Sophie. Sous la photo, un court message. « Elle m'a demandé de te l'envoyer. Elle a hâte de te le montrer après l'école. »« J'ai besoin de 10 minutes, » dit Auguste au cadre réuni, sortant de la salle avant même d'obtenir une réponse. Dans le couloir, il appela Hélène. « J'ai adoré le dessin. Dis-lui que j'ai hâte de la voir tout à l'heure. Auguste, en fait, je t'appelais pour une autre raison. J'ai réfléchi à ta proposition, sur l'appartement. Et je ne veux pas que tu achètes quoi que ce soit pour l'instant, mais on peut visiter quelques endroits, pour que Sophie ait sa propre chambre, pour être plus près de l'hôpital. Juste ça pour le moment. » C'était beaucoup moins que ce qu'Auguste espérait offrir, mais bien plus que ce qu'Hélène avait accepté jusqu'à présent. C'était un début. Bien sûr, je peux demander à mon assistante de sélectionner quelques biens à visiter, sans engagement. Auguste, encore une chose. Oui, merci de ne pas avoir abandonné. Nous. Quand l'appel se termina, Auguste eut besoin de quelques minutes pour se ressaisir. En 2 semaines, sa vie avait pris un virage si radical qu'il avait parfois l'impression de vivre un rêve, ou peut-être de se réveiller d'un long cauchemar de solitude auto-imposée. Il retourna dans la salle de réunion avec une énergie renouvelée, à la surprise des présents. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas vu sourire de cette manière. Les semaines suivantes, une nouvelle routine commença à s'établir. Auguste rendait visite à Sophie presque tous les jours. Peu à peu, Hélène baissa également ses défenses. La peur initiale qu'Auguste ne cède qu'à une impulsion passagère commença à se dissiper face à la constance de ses actions. Un samedi ensoleillé, Auguste emmena Sophie au zoo, sa première sortie seule avec sa fille. Hélène était encore réticente, mais accepta après beaucoup d'insistance de la part de Sophie. La fillette était rayonnante à l'idée de montrer à son père tous ses animaux préférés. « De quoi penses-tu qu'il parle, papa ?» demanda Sophie en observant les singes. « Qui? Les singes ? Oui, ils doivent avoir beaucoup d'histoires, tu ne crois pas? Peut-être qu'ils parlent de nous en ce moment. » Auguste, habitué à un monde de pragmatisme et d'objectivité, n'avait jamais envisagé une telle perspective. Que se diraient les animaux? Que penseraient-ils des humains qui les observaient? Peut-être qu'ils commentent la glace que nous mangeons, répondit-il en entrant dans le jeu. Ou peut-être qu'ils se demandent pourquoi nous avons mis si longtemps à nous trouver. Sophie le fixa, avec cette intensité déconcertante que seuls les enfants possèdent. Pourquoi on a mis du temps, papa? Pourquoi tu ne m'as pas connu quand j'étais bébé? La question prit Auguste au dépourvu. Sophie questionnait rarement directement sur le passé, sur son absence dans les premières années de sa vie. Comment expliquer à une enfant des diagnostics médicaux erronés, des trahisons d'entreprise et des années de malentendus? Parfois, Sophie, les adultes font des erreurs, de grosses erreurs. Ils croient à des choses qui ne sont pas vraies et prennent des décisions basées sur ces croyances. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai cru à quelque chose qui n'était pas vrai et ça m'a éloigné de toi et de ta mère. Qu'est-ce que tu as cru? J'ai cru que je ne pouvais pas être père, que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais tu peux, j'en suis la preuve. Oui, tu l'es. Et si je l'avais su avant, j'aurais été avec toi depuis le premier jour. Je t'aurais vu naître, faire tes premiers pas, dire tes premiers mots. Tu es triste d'avoir manqué tout ça. Très triste. Mais aussi très heureux de t'avoir trouvé maintenant. Et je te promets que je ne manquerai plus rien. Sophie parut satisfaite de la réponse.
Avec la simplicité des enfants, elle accepta l'explication sans jugement ni ressentiment. Pour elle, l'important était le présent, le père qui était là, lui tenant la main, lui achetant une glace, écoutant ses théories sur le langage secret des singes. Sur le chemin du retour, Sophie s'endormit dans la voiture. Auguste la porta dans ses bras jusqu'à l'appartement, où Hélène les attendait. Voir sa fille dormir paisiblement dans les bras de son père provoqua chez Hélène des émotions contradictoires. C'était l'image dont elle avait toujours rêvé, Sophie ayant un père présent et aimant. Mais c'était aussi un rappel douloureux des années où elle avait lutté seule. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle à voix basse tandis qu'Auguste déposait délicatement Sophie dans son lit. « Parfait. Elle est incroyable, Hélène. Si curieuse, si intelligente, si pleine de vie. Oui, elle l'est. » De retour dans le salon, Auguste remarqua qu'Hélène semblait tendue. « Il s'est passé quelque chose ? J'ai reçu un appel de l'hôpital aujourd'hui, à propos du traitement. » Auguste sentit son cœur se serrer. « Et les premiers résultats ne sont pas ceux que nous espérions. Je vais devoir augmenter la fréquence des séances, peut-être essayer un autre médicament. » La voix d'Hélène était contrôlée, comme si elle rapportait la météo, et non une nouvelle qui pourrait considérablement altérer sa qualité de vie. Auguste reconnut cette force, la même qui l'avait fait élever Sophie seule, affronter la maladie, continuer malgré tout. « Nous allons affronter ça ensemble, Hélène. Nous consulterons les meilleurs spécialistes. Nous chercherons toutes les options de traitement. Je ne veux pas être un fardeau pour toi, Auguste. Ce n'est pas ton devoir de t'occuper de moi. Ce n'est pas une question de devoir, c'est une question de... » Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Qu'était Hélène pour lui maintenant? Ex-petite amie? Mère de sa fille? Amie? Les étiquettes semblaient insuffisantes pour définir le lien complexe qui les unissait. De famille, compléta-t-il finalement. Nous sommes une famille maintenant, Hélène. Pour Sophie. Et les familles prennent soin les unes des autres. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'un profond soulagement de ne plus avoir à porter ce poids seul. Pendant des années, elle avait été le roc de Sophie, le pilier inébranlable. Maintenant, pour la première fois, elle se permettait de montrer sa vulnérabilité. « Merci », murmura-t-elle. Cette nuit-là, après qu'Hélène se soit retirée pour se reposer, Auguste resta sur le petit canapé du salon réfléchissant. La vie qu'il avait construite, les gratte-ciels qu'il avait érigés, les fortunes qu'il avait accumulées, semblaient maintenant aussi lointaines qu'un rêve. La réalité était là. Un appartement modeste, une femme confrontée à une maladie dégénérative, une enfant qui, d'une manière ou d'une autre, l'avait choisi comme père. Le lendemain, Auguste arriva au siège du groupe Horizon, plus tôt que d'habitude. Il y avait des décisions importantes à prendre et il voulait avoir l'esprit clair. Marlène organisait une réunion avec le conseil pour demain et appelait Paul du service juridique. « J'ai besoin de lui maintenant. » 2 heures plus tard, l'avocat sortait du bureau d'Auguste avec des instructions précises pour préparer une série de documents. Une nouvelle structure d'entreprise, un fonds fiduciaire substantiel au nom de Sophie, des garanties juridiques assurant l'avenir financier d'Hélène et de sa fille, quelles que soient les circonstances. Il chargea également Marlène de trouver le meilleur spécialiste de la sclérose en plaques du pays. Non du monde, ne vous souciez pas des coûts, et de commencer la recherche d'appartements répondant aux besoins spécifiques d'Hélène compte tenu de son état de santé. Quand il eut fini de donner toutes ces instructions, il était déjà plus de midi. Il était sur le point de sortir pour déjeuner lorsque son attention fut attirée par la télévision allumée dans son bureau. À l'écran, le visage familier de Richard Silva, son ancien assistant, maintenant PDG d'une multinationale concurrente. « Montez le volume, Marlène. » Sage accord historique entre le groupe Silva et le conglomérat asiatique Itano, dans la plus grande opération du secteur de ces 5 dernières années. Richard Silva, qui a commencé comme assistant de l'homme d'affaires Auguste Mendes, est aujourd'hui considéré comme l'un des dirigeants les plus agressifs du marché. Auguste observa attentivement l'homme qui avait été son bras droit, et qui, comme il l'avait récemment découvert, avait délibérément maintenu Hélène et Sophie loin de lui. Richard souriait aux caméras, exsudant confiance et ambition. C'était le sourire de quelqu'un qui croyait que la fin justifiait les moyens, que le succès était la seule mesure de la valeur. « C'est à ça que je ressemblais ?» demanda Auguste, plus pour lui-même que pour Marlène. « Comment ça, monsieur ?»« Rien, je pensais à voix haute. » Le téléphone sonna. C'était Hélène.
Auguste, désolé de te déranger, mais Sophie a de la fièvre. L'école a appelé pour que je vienne la chercher, mais je suis à l'hôpital pour des examens et je ne peux pas partir maintenant. J'arrive. 20 minutes plus tard, Auguste entrait dans l'école municipale où Sophie étudiait. C'était un bâtiment simple, à la peinture usée et avec une petite cour de récréation. Au secrétariat, il trouva sa fille assise sur un banc, le visage rougi par la fièvre et une expression abattue qui contrastait avec sa vivacité habituelle. « Papa !» s'exclama-t-elle en le voyant, avec un mélange de surprise et de soulagement. « Salut ma princesse, j'ai appris que tu ne te sentais pas bien. » La directrice, une dame d'âge mûr à l'air sévère, observa la scène avec curiosité. « Vous êtes Auguste Mendes, le père de Sophie. » La femme consulta rapidement une fiche. Aucun père n'est mentionné dans son dossier. Seule la mère est responsable. C'est une situation récente. Je peux fournir tous les documents nécessaires pour mettre à jour les registres. La directrice hésita, mais l'état fiévreux de Sophie et le lien évident entre le père et la fille la convainquirent. Après avoir signé une décharge de responsabilité temporaire, Auguste sortit avec Sophie dans ses bras. « On va chez le médecin, ma princesse. J'aime pas les médecins, je veux rentrer à la maison. D'abord, il faut savoir ce qui cause cette fièvre. Après, on rentre à la maison, promis. » Dans le cabinet du pédiatre recommandé par le médecin d'Auguste, Sophie fut rapidement prise en charge, une expérience très différente des longues attentes au dispensaire auxquelles elle était habituée. Le diagnostic était simple. Une angine, rien que quelques jours d'antibiotiques et de repos ne pourraient te guérir. « Je ne suis jamais allée chez un médecin comme ça », commenta Sophie en sortant. « Il y a des jouets dans la salle d'attente, et le docteur m'a donné un autocollant. » Auguste ressentit une pointe de culpabilité. Alors que sa fille s'émerveillait de choses aussi basiques qu'un cabinet pédiatrique bien équipé, il avait gaspillé des fortunes en superflu qui semblaient maintenant obscènement futiles. « À partir de maintenant, tu auras toujours les meilleurs médecins, Sophie, et bien plus que des autocollants. » Sur le chemin de l'appartement, Sophie s'endormit de nouveau, encore affaiblie par la fièvre. Auguste l'observait dans le rétroviseur, son cœur se contractant à chaque respiration plus lourde de sa fille. C'était un sentiment nouveau pour lui, cette préoccupation viscérale, cet instinct protecteur qui réveillait une partie de lui qu'il n'avait jamais su exister. En arrivant, ils trouvèrent Hélène déjà à la maison, visiblement inquiète. « Comment va-t-elle ?»« C'est juste une angine. » Le médecin a prescrit des antibiotiques et du repos. Hélène prit l'ordonnance, acquiesçant. « Merci d'être allé la chercher. Je sais que tu dois avoir des engagements importants et... » « Rien n'est plus important qu'elle, Hélène. Rien. » Pendant que Sophie se reposait, Auguste et Hélène parlèrent de son traitement. Les nouveaux examens confirmaient l'aggravation de son état. Le médecin recommandait un traitement expérimental, prometteur, mais non couvert par l'assurance maladie de base qu'elle possédait. « Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai déjà fait le nécessaire pour t'inclure dans mon assurance d'entreprise. Couverture totale pour tous les traitements nécessaires. Auguste, ce n'est pas de la charité, Hélène. C'est le minimum que je puisse faire après toutes ces années. » Hélène voulait protester, mais elle était trop fatiguée pour discuter. Et, secrètement, soulagée de ne pas avoir à affronter seule les défis financiers croissants que sa condition imposait. « En parlant de ça, continua Auguste, j'ai trouvé quelques appartements à visiter. Quand Sophie ira mieux et que tu te sentiras disposée. À ce sujet, j'ai réfléchi. Il serait peut-être mieux pour Sophie d'avoir une situation plus stable avant de faire des changements aussi importants dans sa vie. Comment ça ? Elle a déjà traversé beaucoup de choses ces dernières semaines. Découvrir son père, faire face à ma maladie, et maintenant un déménagement possible. C'est beaucoup d'instabilité pour une enfant de 5 ans. » Auguste hocha la tête, comprenant son inquiétude. « Que suggères-tu ? Qu'on établisse d'abord une routine, que Sophie s'habitue à ta présence, que tu t'habitues aux responsabilités de père, que nous nous adaptions tous à cette nouvelle réalité avant d'ajouter d'autres changements. » C'était logique. Aussi désireux qu'il soit d'offrir à Sophie et Hélène toutes les commodités que son argent pouvait acheter, Auguste reconnaissait la sagesse de ses paroles. La stabilité émotionnelle était plus importante que le confort matériel. Une leçon que son propre style de vie privilégié mais solitaire lui avait durement apprise. « Tu as toujours été la plus sensée de nous deux, n'est-ce pas ?» commenta-t-il avec un petit sourire. Il en fallait bien une. Cette nuit-là, Auguste ne rentra pas à son appartement. Il resta sur le canapé du petit salon, attentif à chaque son venant de la chambre où dormait Sophie.
Vers 3 heures du matin, il entendit des pas légers. C'était Hélène, visiblement épuisée, mais toujours vigilante. « Elle va bien. »« La fièvre a baissé », informa-t-elle en s'asseyant dans le fauteuil près du canapé. « Tu devrais rentrer chez toi, Auguste, te reposer dans un vrai lit. Je suis bien ici. » Le silence qui suivit était confortable, non plus chargé de rancœur et de ressentiment, mais d'une compréhension mutuelle, née de l'inquiétude partagée pour Sophie. « Tu as vraiment changé », commenta Hélène presque dans un murmure. « Je n'aurais jamais imaginé voir Auguste Mendès dormir sur un canapé étroit, inquiet pour une enfant fiévreuse. Moi non plus, mais je ne me suis jamais senti aussi sûr de quelque chose. » Ses yeux rencontrèrent les siens dans la pénombre du salon, éclairés seulement par la petite veilleuse qu'il laissait allumer pour Sophie. « Je rêvais de ça, tu sais, dans les premiers mois de ma grossesse, avant de renoncer à essayer de te trouver. Je rêvais que tu reviendrais, qu'on serait ensemble, qu'on élèverait Sophie comme une famille. Hélène, Non, laisse-moi finir. Après, ce rêve s'est transformé en colère. J'ai cru que tu nous avais délibérément abandonnés, que tu savais pour Sophie et que tu avais choisi ta carrière, ton empire. Cette colère m'a nourri pendant des années. Elle m'a donné la force de continuer seule. C'est compréhensible. Mais maintenant, je ne sais plus quoi ressentir. La colère se dissipe. Mais qu'est-ce qui reste à sa place? On ne peut pas simplement revenir à ce que nous étions. Trop de choses se sont passées. Nous avons tous les deux changé. » Auguste hocha la tête, sentant le poids de ses mots. Le passé ne pouvait être effacé, ni les années perdues récupérées. Mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été détruit. Un jour à la fois, suggéra-t-il. Pour Sophie, acquiesça-t-elle. Et ainsi, dans le calme de cette nuit, alors que leur fille dormait paisiblement dans la chambre voisine, Auguste Mendès se sentit, peut-être pour la première fois de sa vie, véritablement en paix. Les mois suivants apportèrent de profondes transformations pour tous. La vie d'Auguste, autrefois si rigide, se pliait et s'adaptait désormais au rythme imprévisible de la paternité. Les réunions étaient reportées pour assister au spectacle de l'école de Sophie. Les voyages d'affaires étaient écourtés pour ne pas manquer le week-end avec sa fille. L'homme d'affaires qui mesurait autrefois son succès à la croissance de son empire le mesurait désormais au sourire d'une fillette de 5 ans. Pour Hélène, la période fut faite de hauts et de bas. Le traitement de la sclérose en plaques était épuisant, avec des effets secondaires qui la laissèrent parfois prostrée pendant des jours. Mais il y avait aussi de bonnes nouvelles. Le neurologue constatait une stabilisation des symptômes, une réponse positive aux nouveaux médicaments. Et surtout, il y avait le soulagement de ne plus tout affronter seule. Sophie, avec l'adaptabilité naturelle des enfants, absorba rapidement la nouvelle réalité. « Mon papa » devint une expression fréquente dans son vocabulaire, utilisée avec une fierté qui réchauffait le cœur d'Auguste et, peu à peu, apaisait les anciennes blessures d'Hélène. Un dimanche après-midi, alors que Sophie jouait dans le petit square près de l'appartement, Auguste aborda de nouveau le sujet du déménagement. « J'ai trouvé un endroit que je pense que vous allez aimer. C'est un appartement dans le 15e, en rez-de-chaussée, avec un petit jardin. C'est à 10 minutes de l'hôpital et à 2 rues de l'une des meilleures écoles du quartier. » Hélène observait Sophie sur la balançoire, son visage maintenant plus serein que les mois précédents. « Le 15e est un quartier cher, Auguste. L'argent n'est pas un problème, Hélène. Tu le sais. Pour toi, non. Mais je m'inquiète que Sophie s'habitue à un niveau de vie que je ne pourrais jamais lui offrir seule. » Auguste prit une profonde inspiration. Il comprenait l'inquiétude d'Hélène, mais voyait aussi à quel point elle s'efforçait de ne pas accepter l'aide complète qu'il voulait offrir. « Hélène, je pense qu'il est temps d'en parler ouvertement. Il ne s'agit pas seulement d'un appartement, d'une école ou d'un traitement médical. Il s'agit de l'avenir de Sophie et de notre avenir, à nous tous. » Hélène se tourna vers lui, intriguée par la direction que prenait la conversation. « Ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi, » continua Auguste, « à ce qui compte vraiment, à l'héritage que je veux laisser, et j'ai réalisé que rien de ce que j'ai construit n'a de valeur si je ne peux pas le partager avec vous. Auguste, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je ne suggère pas que nous redevenions ce que nous étions. 12 ans ont passé. Nous sommes des personnes différentes maintenant, mais Sophie nous a unis d'une manière que je ne peux plus ignorer. Et même si j'essaie de le nier, je ressens toujours pour toi ce que j'ai toujours ressenti. » La confession flotta dans l'air entre eux.
Hélène détourna le regard, visiblement touchée, mais aussi confuse. « Je n'attends pas que tu répondes à mes sentiments, » poursuivit Auguste. « Je sais que je t'ai profondément blessé, même sans intention. Je veux juste que tu saches que je suis prêt à reconstruire, non seulement en tant que père de Sophie, mais comme quelque chose de plus, si tu le veux aussi. » Hélène resta silencieuse quelques instants, ses yeux suivant Sophie qui courait maintenant vers le toboggan. « J'ai beaucoup réfléchi aussi, » répondit-elle finalement. « Oh pardon, aux secondes chances, à la façon dont la vie nous mène parfois sur des chemins si inattendus. Et je ne sais pas, Auguste. Vraiment, je ne sais pas. Il y a des jours où je te regarde avec Sophie et je ressens cette ancienne chaleur dans ma poitrine. Et il y a des jours où le poids du passé semble encore insupportable. Je comprends. Mais je suis prête à essayer. Pour Sophie. Et peut-être pour nous. » Ces simples mots, « pour nous », allumèrent en Auguste un espoir qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des mois. Ce n'était pas une promesse, pas une garantie, mais c'était une porte entr'ouverte. Et pour l'instant, cela suffisait. 2 jours plus tard, Hélène et Sophie visitèrent l'appartement qu'Auguste avait mentionné. Il était spacieux sans être ostentatoire, accueillant sans être luxueux. Le petit jardin en particulier enchanta immédiatement Sophie. « Je peux planter des fraises ici, maman ? Et des tournesols ? Et avoir un petit chien ?» Hélène rit de l'excitation de sa fille, tout en observant les détails du logement. Tout avait été pensé avec soin. Les couloirs larges qui faciliteraient ses déplacements les jours de crise, les barres de soutien discrètement installées dans la salle de bain, la cuisine adaptée pour une personne à mobilité réduite. « Tu as pensé à tout, n'est-ce pas ?» commenta-t-elle à Auguste. « J'ai essayé, mais nous pouvons faire toutes les adaptations supplémentaires dont tu auras besoin. » Le déménagement fut fixé au mois suivant. Entre-temps, un autre événement important eut lieu, la réunion du conseil d'administration du groupe Horizon. « Messieurs, après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il est temps de restructurer notre direction, » annonça Auguste aux cadres réunis. « Je resterai président du conseil, mais je nomme Charles Mendes comme nouveau PDG. » La nouvelle fut accueillie avec stupeur. Charles, directeur des opérations depuis des années et bras droit d'Auguste depuis le départ de Richard, était compétent et respecté. Mais personne ne s'attendait à ce qu'Auguste Mendes, connu pour son contrôle absolu sur chaque aspect de l'entreprise, délègue le commandement exécutif. « Cela signifie que vous prenez votre retraite, Auguste ?» demanda l'un des plus anciens conseillers. « Pas du tout. Cela signifie simplement que je réorganise mes priorités. Le groupe Horizon continuera d'avoir mon dévouement, mais plus à plein temps. J'ai d'autres engagements maintenant, des engagements familiaux. » Le mot « familiaux » provoqua un murmure. Pour la plupart de ces hommes, Auguste Mendes avait toujours été synonyme de travail acharné, de dévouement exclusif à l'empire qu'il avait construit. L'idée qu'il y avait une famille dans sa vie était presque inconcevable. Après la réunion, alors qu'il se préparait à partir, Auguste reçut un appel inattendu. C'était Richard Silva. « J'ai appris votre décision de quitter la direction exécutive », dit la voix familière à l'autre bout du fil. « Je dois admettre que je suis surpris. Cela ne ressemble pas à quelque chose que l'Auguste Mendes que j'ai connu ferait. L'Auguste Mendes que tu as connu n'avait pas de fille, Richard. » Un lourd silence suivit cette affirmation. « Alors tu as découvert. » »« Oui, j'ai tout découvert. Les lettres interceptées, les messages jamais transmis, les emails supprimés. Ta trahison complète. Ce n'était pas une trahison, Auguste. C'était de la protection. Tu construisais quelque chose de grandiose. Une famille n'aurait fait que te distraire, affaiblir ta détermination. J'ai fait ce qui était le mieux pour l'entreprise, pour ton héritage. Non, Richard, tu as fait ce qui était le mieux pour tes propres ambitions. Cela m'a coûté des années avec ma fille, des années que je ne pourrai jamais récupérer. Et pourtant, regarde-toi maintenant. Tu renonces au contrôle de l'entreprise à cause d'elle. J'avais raison, en fin de compte. Auguste sentit une vague de colère, mais la contint. La vengeance avait été sa première réaction en découvrant la trahison de Richard, des procès, une exposition publique, la destruction de la carrière qu'il avait construite. Mais maintenant, avec Sophie dans sa vie, il réalisait à quel point de tels sentiments étaient vides et corrosifs. « Je ne renonce à rien, Richard. Je suis en train de gagner tout ce qui compte vraiment. Quelque chose que tu, apparemment, n'as pas encore compris. » En raccrochant, Auguste se sentit étrangement léger. L'homme qu'il avait un jour considéré comme son protégé, puis son traître,
n'était plus qu'une figure lointaine et sans importance. Le véritable héritage d'Auguste ne résidait pas dans les entreprises qu'il avait construites, mais dans la famille qu'il formait maintenant. Le déménagement dans le nouvel appartement eut lieu par une journée ensoleillée de printemps. Sophie courait de pièce en pièce, émerveillée par l'espace, en particulier par la chambre qu'Auguste avait préparée spécialement pour elle, avec un lit en forme de château, des étagères remplies de livres et un petit chevalet pour ses dessins. « C'est la plus belle chambre du monde entier !» s'exclama-t-elle en serrant son père avec force. Hélène, bien que plus contenue dans son enthousiasme, semblait également enchantée. L'appartement était accueillant et fonctionnel, sans l'ostentation qu'elle craignait tant. Auguste avait compris ses préoccupations et trouvé un équilibre parfait entre confort et simplicité. Les premiers jours, Auguste dormait dans la chambre d'amis. La nouvelle dynamique familiale s'établissait peu à peu, dans le respect du temps et de l'espace de chacun. Sophie, évidemment, était la plus adaptable. Pour elle, avoir son père et sa mère sous le même toit semblait la chose la plus naturelle du monde. Un soir, alors qu'Hélène se reposait après une journée de traitement particulièrement épuisante, Auguste préparait le dîner avec Sophie. La cuisine, autrefois un territoire complètement inconnu pour lui, était devenue un espace de connexion avec sa fille. « Comme ça, papa, il faut remuer sans arrêt », instruisait Sophie, alors qu'il essayait de préparer une sauce pour les pâtes. « Maman dit que le secret, c'est l'amour. Il faut cuisiner avec amour. J'essaie, ma princesse, mais je crois que j'ai besoin de plus de pratique. » « Ce n'est pas grave. Tu apprends. Maman dit qu'on peut toujours apprendre de nouvelles choses, peu importe l'âge. » La sagesse enfantine de Sophie le surprenait souvent. À 5 ans, elle semblait souvent être le professeur, et lui, l'élève, surtout quand il s'agissait de choses simples, quotidiennes, que sa vie de luxe isolée ne lui avait jamais enseigné. Le téléphone sonna. C'était Marlène, avec une urgence d'entreprise. L'une de ses plus grandes filiales rencontrait un problème sérieux avec un fournisseur international. Des millions étaient en jeu. L'ancien Auguste aurait tout laissé tomber et couru au bureau. Le nouvel Auguste regarda Sophie, qui attendait avec impatience de goûter la sauce qu'ils préparaient ensemble. « Marlène, je fais confiance à Charles pour régler ça. Si c'est absolument nécessaire, je peux faire une visioconférence plus tard. Pour l'instant, je suis occupé par quelque chose d'important. » En raccrochant, il remarqua Hélène, qui l'observait depuis la porte de la cuisine, avec une expression qui mêlait surprise et admiration. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Rien. J'essaie juste de m'habituer au nouvel Auguste Mendes, celui qui choisit les pâtes à la sauce plutôt que les millions. » Il sourit. « Crois-moi, le choix est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. » Après le dîner, qui, malgré les efforts, était loin d'être parfait, et après avoir couché Sophie, Auguste et Hélène s'assirent sur la terrasse du nouvel appartement. La nuit était agréable, avec une brise douce qui apportait le parfum des fleurs du petit jardin. « Comment s'est passé le traitement aujourd'hui » demanda-t-il. « Fatigant, comme toujours, mais les résultats sont encourageants. Le médecin dit que la maladie est stabilisée. Il n'y a pas de remède, tu sais, mais je peux avoir une vie presque normale avec les bons médicaments. » Ça, je suis heureux de l'entendre. Le silence qui suivit était confortable, familier. Au cours des derniers mois, ils avaient réappris à être ensemble, non plus comme le couple passionné d'il y a 12 ans, mais comme des adultes qui partageaient l'amour pour une enfant et peut-être quelque chose de plus qu'ils ne savaient pas encore nommer. « Auguste », Hélène rompit le silence. « J'ai besoin de te demander quelque chose. » « Bien sûr. Tout ça, l'appartement, ton dévouement à Sophie, ta patience avec moi, est-ce réel ? Ou est-ce juste ta façon de compenser les années perdues ? Parce que, si ce n'est que de la culpabilité ou une sorte de dette que tu sens devoir payer, ça ne durera pas. Et Sophie finira par être blessée. » La question était directe, presque crue dans son honnêteté, mais Auguste appréciait cela. C'était l'une des qualités qu'il avait toujours admirées chez Hélène, sa capacité à aller droit au but, à ne pas se cacher derrière des subterfuges. Au début, j'avoue, il y avait une part de culpabilité. Comment n'y en aurait-il pas eu? Mais maintenant, Hélène, maintenant, c'est bien plus que ça. C'est comme si j'avais trouvé une partie de moi-même que je ne savais même pas perdue. Quand je suis avec Sophie, quand je suis avec toi, j'ai l'impression de vivre enfin, pas seulement d'exister. Hélène hocha lentement la tête, digérant la réponse. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qu'Auguste voyait rarement, la même vulnérabilité qu'il ressentait lui-même, exposant des sentiments qu'il avait gardés enfermés si longtemps. « J'ai peur,
confessa-t-elle. Peur de faire confiance à nouveau, de croire que ça peut marcher. Peur qu'un jour tu réalises que ton ancienne vie te manque, l'adrénaline, le pouvoir. Peur que Sophie et moi ne soyons pas suffisants. J'ai peur aussi, admit Auguste la surprenant. Peur de ne pas être le père que Sophie mérite. Peur de ne pas savoir comment faire partie d'une famille, après tant d'années seule. Peur que tu ne puisses jamais vraiment me pardonner. Hélène tendit la main touchant légèrement la sienne. Je pense que la peur fait partie du jeu. C'est peut-être même nécessaire. Ça nous garde honnêtes, ça nous empêche de nous prendre pour acquis. Son contact était doux, mais chargé de sens. C'était le premier contact physique initié par Hélène depuis qu'ils s'étaient retrouvés. Un petit geste qui signalait un grand pas. On peut essayer, ajouta-t-elle avec un petit sourire, un jour à la fois. Cette nuit-là, pour la première fois, Auguste ne dormit pas dans la chambre d'amis. Le temps passa comme il passe toujours, transformant les jours en semaines, les semaines en mois. L'automne céda la place à l'hiver, qui à son tour fit place à un nouveau printemps. Le jardin que Sophie avait planté avec tant d'enthousiasme commençait à fleurir, un symbole parfait de la nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble. La sclérose en plaques d'Hélène, bien que toujours présente comme une ombre, était sous contrôle. Ils avaient adapté leur routine pour s'accommoder de ses bons et de ses mauvais jours. Les bons jours, ils faisaient des promenades, allaient au parc, vivaient comme n'importe quelle famille. Les mauvais jours, quand Hélène avait besoin d'un repos absolu, Auguste prenait en charge toutes les tâches ménagères et les soins de Sophie. L'empire corporatif d'Auguste continuait de prospérer sous la direction de Charles, avec sa supervision stratégique. 2 fois par semaine, il se consacrait entièrement aux affaires. Le reste du temps était pour la famille. C'était un équilibre qu'il n'avait jamais imaginé possible, mais qui semblait maintenant aussi naturel que de respirer. Un après-midi spécial, exactement 1 an après le jour où Sophie était apparue de manière inattendue dans son bureau, Auguste l'emmena en promenade, juste tous les deux. Hélène, qui était dans l'un de ses bons jours, encouragea le programme, disant qu'elle avait des affaires de femme à régler. « Où allons-nous, papa ?» demanda Sophie, alors qu'ils marchaient main dans le parc. « C'est une surprise, un endroit qui est très spécial pour moi maintenant. » Ils marchèrent environ 15 minutes jusqu'à une petite place arborée. Au centre se trouvait un vieux manège, de ceux qui sont encore actionnés manuellement. Sophie regarda, intriguée. « C'est ici la surprise ?»« Oui, c'est sur ce manège que j'ai emmené ta mère lors de notre premier rendez-vous, il y a de nombreuses années. Elle adorait les chevaux, tu savais. Elle disait que monter à cheval était la forme la plus pure de liberté. » Les yeux de Sophie brillèrent. « Maman est montée ici, sur ce même manège, sur ce même manège. Et aujourd'hui, j'ai pensé que tu aimerais peut-être faire un tour aussi, pour continuer la tradition familiale. » Sophie courut avec enthousiasme pour choisir son cheval, un blanc avec des détails dorés, exactement comme Hélène l'avait choisi des années auparavant. Auguste la regarda tourner sur le manège, son visage illuminé par un sourire qui reflétait une joie pure et innocente, et il ressentit une profonde gratitude pour le destin qui, après tant de détours, les avait finalement réunis. Quand le tour se termina, Sophie descendit en courant et le serra dans ses bras. « Merci, papa. C'était la meilleure promenade du monde. »« De rien, ma princesse. » Maintenant, nous avons un autre arrêt à faire. L'autre arrêt était une élégante bijouterie à proximité. Sophie observait, curieuse, pendant qu'Auguste parlait au vendeur et recevait une petite boîte en velours. « Qu'est-ce que c'est, papa ?»« Quelque chose pour ta mère, un symbole. » Sophie hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement l'importance des symboles, même à 6 ans. De retour à l'appartement, ils trouvèrent le salon transformé. Des bougies avaient été allumées, une musique douce jouait en fond sonore, et la table était dressée pour un dîner spécial. Hélène les attendait, vêtue d'une robe simple mais élégante, qu'Auguste ne connaissait pas. « Maman, tu es magnifique. On dirait une vraie princesse. » Hélène sourit, un peu gênée par le compliment effusif de sa fille. « Merci, mon amour. Vous vous êtes bien amusés, toi et ton père ?»« Beaucoup. On est allé sur le manège où tu es monté quand tu as rencontré papa. Et après, on a acheté une surprise pour toi. »« Sophie, » la réprimanda doucement Auguste, « c'était censé être un secret, tu te souviens ?»« Oh non, j'ai oublié. » La fillette couvrit sa bouche avec ses petites mains, sincèrement désolée. Hélène rit. « Ne t'inquiète pas, je peux toujours faire semblant d'être surprise. » Le dîner se déroula dans une atmosphère légère et joyeuse.
Sophie domina la conversation avec son enthousiasme habituel, racontant les détails de chaque moment de la promenade avec son père. Lorsque le dessert fut servi, un flan que Hélène avait préparé spécialement pour l'occasion, Auguste rassembla enfin son courage pour ce qu'il avait prévu. « Sophie, tu te souviens de notre secret? Je crois qu'il est temps. » La fillette acquiesça solennellement, comme si elle participait à une mission de la plus haute importance. Auguste sortit la petite boîte en velours de sa poche et l'ouvrit devant Hélène. À l'intérieur, il n'y avait pas une bague en diamant ostentatoire, comme on aurait pu s'y attendre de l'ancien Auguste Mendès. À la place, il y avait une délicate alliance en or blanc, avec une seule petite pierre, presque discrète. « Hélène, je sais que notre chemin a été long et plein de détours, que nous avons perdu un temps précieux, qu'il y a des blessures qui ne guériront peut-être jamais complètement, mais cette dernière année m'a montré que nous pouvons encore construire quelque chose de beau, quelque chose de vrai. » Hélène regardait l'alliance, les yeux embués de larmes. « Ce n'est pas une demande pour revenir à ce que nous étions, » continua Auguste. « C'est une demande pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, en tant que famille. Me ferais-tu cet honneur ?» Le silence qui suivit semblait contenir tout le poids de leur histoire commune, les années d'amour, les années de séparation, et maintenant la promesse d'un avenir ensemble. « Dis oui, maman. » Sophie ne put se retenir, brisant la tension du moment. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Hélène rit à travers ses larmes, regardant sa fille impatiente puis l'homme qui, contre toute attente, avait retrouvé le chemin de son cœur. « Oui, » répondit-elle simplement. « Oui pour quelque chose de nouveau, quelque chose à nous. » Auguste lui passa l'alliance au doigt, ses mains tremblant légèrement. Sophie applaudissait, sautant d'excitation. Dans un élan, la fillette les serra tous les deux dans ses bras, formant un cercle parfait à trois. À ce moment, Auguste Mendès, l'homme qui avait un jour cru que le destin lui avait refusé le don le plus humain de tous, comprit que la vie trouve toujours un moyen de nous surprendre, que les histoires les plus importantes ne sont pas écrites dans des contrats millionnaires ou des titres de journaux, mais dans les petits moments partagés, dans les histoires inventées à l'heure du coucher, dans les dessins colorés accrochés au réfrigérateur, dans la première dent de lait perdue, dans l'étreinte d'une enfant qu'il appelle papa. Sa véritable fortune ne résidait pas dans les chiffres de son compte en banque ou dans les entreprises qu'il contrôlait. Elle était là, dans les bras de sa famille, dans le cœur de sa fille, dans l'amour renouvelé d'Hélène. Un trésor qu'aucun faux diagnostic ou trahison d'entreprise ne pourrait jamais lui enlever.